Hey, chers auditeurs et spectateurs, on est déjà au 9e épisode de la longue série basée sur la marchandisation des corps humains et plus globalement des êtres vivants. C'est parfait. Vous pouvez vous manifester si vous appréciez tous ces contenus qui s'enchaînent avec plein de livres en référence. N'hésitez pas à vous faire savoir par un petit commentaire, un like ou bien encore un partage, c'est vous qui décidez. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un récapitulatif de ce qui précède, juste pour ceux qui n'ont pas vu le précédent direct, eh bien je vous invite à le voir puisqu'il était sur le trafic des femmes et des fillettes dans le monde, où l'on voit les réseaux qui se sont structurés pour enlever, vendre, exploiter des femmes et des fillettes, et une fois leur corps lessivé, les mettre à d'autres trafiquants, ceux des organes. Voyez-vous, des transplantations de différents organes. Alors c'est assez horrible, mais on se doit d'être informé et de rendre entre autres grâce au travail de Lydia Cachot qui est excellente. Je vous ferai une présentation plus intégrale de ce livre, mais en dehors de la série. Je vous avais dit après qu'il y avait Sylviane Agaczynski, l'homme désincarné, du corps charnel au corps fabriqué, et entre-temps, je suis retourné dans une autre habitation, où j'ai des ouvrages encore, en plus de tout ce qu'il y a là et derrière, et je suis retombé sur Cobaye humain, le grand secret des essais pharmaceutiques, qui m'a énormément servi, entre autres pour Nom de Code, Nouvel Ordre Mondial. Vous retrouverez énormément de références de celui-ci dans le livre. Et donc, on va se pencher sur la façon dont certaines familles, Rockefeller entre autres, se sont immiscées pour vendre des produits toxiques, voire carrément pour dire « allez, maintenant on désacralise un peu le corps et on fait en sorte d'ouvrir de nouvelles voies du marché pour le modifier, lui amener des médicaments et ce genre de choses ». Et alors des cartels se sont formés, comme Eli Lilly par exemple, ou même Bush était impliqué dans ces affaires. Et on a plein d'autres, Johnson & Johnson, AstraZeneca, et bien d'autres qui peuvent encore exister, dont Pfizer, un des mastodontes. Je vous propose de commencer par lui. D'abord, par le préambule, où cette personne nous dit « Le rêve de surmonter les limites de l'existence charnelle, de s'évader de son corps ou d'en acquérir un autre, est peut-être aussi vieux que l'homme lui-même. Bien des fables et des mythes antiques en témoignent. Je cite « L'homme doit faire acte de s'incarner, écrivait Simone Weil, car il est désincarné par l'imagination. » Fin de citation. La question du rapport de l'homme à son corps est plus que jamais la nôtre. C'est une question politique dont nos lois se saisissent périodiquement. Car l'homme des temps modernes s'est convaincu qu'il n'est rien d'autre qu'un produit de sa culture et de ses techniques. Parce que le socialisme a œuvré en fait à nous dire que nous sommes ni plus ni moins que dépendants intégralement de la société que l'on construit et que nous ne sommes plus différents les uns des autres, que l'on appartient à la même communauté, que finalement il n'y a pas de différence qui nous sépare, même si on doit s'individualiser sur des caractéristiques type je m'identifie sexuellement à ça, ou encore je suis attiré par tel type de personne. Bref, on est dans la personnalisation, dont on a déjà parlé, c'est-à-dire que l'homme finalement ne se réalise plus lui-même et n'est plus unique, il devient uniquement un imitateur de ce qui existe, comme un acteur de cinéma, comme un musicien, comme encore bien d'autres phénomènes de culture qui vont l'influencer et où il va se personnaliser, que ce soit dans la mode, dans ses goûts musicaux, dans ses choix de cinéma, de carrière politique ou professionnelle, peu importe, sur une voie qui lui a été donnée, mais qui n'a rien de lui-même. Et alors, il devient un produit de sa culture. On avait dit que l'homme, avec tous les objets qui l'environnent, vit à leur rythme, s'est complètement détaché de son cycle naturel, qui renvoyait d'ailleurs aussi à un livre qui ne fait pas partie de notre série pour celle-ci, mais qui était sur le temps de cerveau, voyez-vous, qui se ramène au poisson rouge. L'homme fait le tour du bocal, le tour du net, il a déjà oublié, hop, il revient dans la trend, et il est de nouveau attaché, et sa concentration, en revanche, s'éloigne. Elle devient éclipsée, puisque c'est tout un brouillard qui l'environne. Et alors il vit comme un produit, et pour également être dans le consumérisme, dont on avait parlé avec cette nouvelle société. Il se veut le fabricant de lui-même et de ses descendants grâce aux biotechnologies et grâce à l'usage des ressources biologiques d'origine humaine. On a parlé, par exemple,
trafiquants d'organes, également de ceux qui prennent la voie pour modifier les animaux, leur faire développer des organes qui pourraient être transplantés sur les humains, mais qui pourraient du coup passer les barrières que l'on appelle la zoonose, et donc transmettre de nouveaux virus, de nouvelles maladies aux humains, et nécessiter la main des mêmes cartels qui modifient ces animaux, pour venir sauver et soigner tous ces humains qui perdraient au fur et à mesure leurs bonnes conditions. Alors, au dépend de qui ? À la veille d'un débat au Parlement, et alors que la bioéthique semble perdre tout repère, il me semble important de considérer la dimension morale et sociale d'un productivisme inquiétant, étendu à la vie elle-même. Je vais vous lire quelques passages pour après faire un bon point d'accroche avec les cobayes humains. Et avant d'enchaîner tout ça, je tenais à vous dire aussi que prochainement, on parlera de celui-ci, Meurtre par injection de Eustace Mullins, même si quand j'ai vérifié les sources, c'est tangible un peu. Hein. Il y a des sources, ça renvoie à des blogs, d'autres, on n'a pas du tout les documents qui sont cités. Donc je l'avais dénoncé à l'époque, hein, pareil, quand je fais des lectures, je vais aussi regarder les sources. Et on se penchera sur une médecine de mort. Là, dans les camps de concentration, où des expériences médicales ont lieu et où le darwinisme finalement s'inscrit au social-darwinisme, avec des gens après comme Haeckel qui s'interrogent sur l'euthanasie, sur la disparition des inaptes, des personnes qui coûtent à la société. Et finalement, on revient à la sélection spartiate, c'était là-dedans même que je l'avais découvert, et on a bien d'autres choses, hein, le monisme, la diffusion de l'eugénisme, et différents procès aussi qui ont eu lieu. Ça sera pour la suite. Après, on essaiera de remettre un peu de morale et sous les deux sens. La morale, la distinction du bien et du mal, et redonner du moral, c'est-à-dire du baume au cœur, un peu d'enthousiasme aussi, par Monseigneur Pierre Dornella, avec la bioéthique qui interroge quelle société voulons-nous pour aujourd'hui et pour demain. Dedans, d'excellentes réponses qui conduisent à des réflexions. Est-ce qu'on doit ou non assister au suicide, les gens qui sont pas bien ? Doit-on entrer ou non dans le commerce humain par les tests génétiques ? La médecine de solidarité nationale, comment elle a émergé après la Seconde Guerre mondiale ? L'histoire de désir aussi. J'aimerais être plus performant, me réaliser, être autrement. Et dans la série ou en dehors, il y a plein d'autres livres après d'ailleurs qui suivent. On aura aussi celui-ci, donc thème et commentaires et actes, donc sous la direction de Bénédicte Bévière-Boyer, Dorothée Diby et Astrid Marais, la bioéthique en débat, quelle loi ? Ça c'est plutôt universitaire, je n'ai pas forcément le niveau pour tout comprendre, mais en tout cas je m'y attelle grandement et on sera sur la persona, comment on a eu finalement une évolution jurisprudentielle, et l'identité de la personne par le sexe biologique, par l'identité, la représentation, la psyché, psychologique du coup, la notion de genre qui apparaît après par la suite et qui me renverra aux travaux de John Monnet, par exemple aux États-Unis, qui voulait transformer des petits garçons en petites filles. Et les deux frères ont connu un destin tragique dont je vous ai déjà parlé. Et ça, ce n'est que quelques bribes, par-ci par-là, de tout ce que je vais vous proposer dans cette longue série qui sera concrète pour voir où nous en arrivons dans la marchandisation de l'être humain et comment utiliser les lois pour limiter certains travaux qui sortent de l'ordre moral et également du bien commun. Merci en tout cas pour votre attention, n'hésitez pas à être des soutiens. Alors on a Platon qui se représentait l'homme comme une plante céleste, un être immortel par son âme, mais mortel par le corps pesant auquel son âme est clouée, collée, et comme agrafée pendant son passage sur cette terre avant d'en être délivré par la mort. On a plein d'autres mythes qui existent, dont Victor Hugo qui écrivait dans son Cromwell, je cite, « Du jour où le christianisme a dit à l'homme, tu es double, tu es composé de deux êtres, l'un charnel, l'autre éthéré, le drame a été créé. » Fin de citation. Je lis, je ne partage pas forcément les idées, je préfère être explicite sur ça. Et on a alors l'ambition véritable du genre humain, affirme Francis Bacon en 1620, est d'acquérir le pouvoir des arts mécaniques afin d'exercer son empire sur l'univers,
avec la caution de la Bible, puisque l'homme a reçu de Dieu le droit de dominer la nature. La puissance technoscientifique règne aujourd'hui sur l'ensemble de la nature, y compris celle de l'homme lui-même. Un homme nouveau se profile, et non plus en rêve, ou dans l'au-delà, mais ici-bas. Les nouveaux croyants entendent échanger leur vieille tunique de peau contre un corps dont ils seront les fabricants souverains, les fabricateurs souverains, corps restauré et augmenté, corps fabriqué sans père ni mère, et non plus engendré, corps reconstruit et neutre par-delà, l'homme et la femme, corps de moins en moins vulnérables, mais de moins en moins vivants aussi. Et alors, certains posent la question de l'ectogenèse, dont on abordera par la suite la thématique. Est-ce que ce n'est pas l'aboutissement de l'humain que finalement de ne plus forniquer pour se reproduire, et donc de sortir du péché charnel, apparemment? À voir. En tout cas, c'est posé sur la table. On dit chaque jour que la médecine fait des miracles. Elle en fait, sans aucun doute. Et ni vous, ni moi ne voudrions vivre dans un monde sans antibiotiques, sans anesthésiques et sans chirurgie réparatrice. Mais on attend désormais d'un médecin qui dépasse de beaucoup sa mission thérapeutique pour assumer une fonction anthropotechnique, autrement dit, qui nous permette non seulement de réparer, mais de refaire, de façonner, de corriger, de rectifier le corps humain, et même de le produire de toutes pièces. Ce qu'on avait vu, donc le côté qui est de l'ordre, ni plus ni moins, d'un médecin qui est là dans... Alors c'est un nom spécifique, thérapeutique, voilà. Et de l'autre, ceux qui sont dans le mélioratif. Ils n'ont pas vraiment de problème qui mettrait en danger leur vie sur le moment, qui leur permettrait, voyez-vous, d'entrer dans une société ou d'en être délaissés. Mais ils n'ont pas vraiment besoin de chirurgie réparatrice, c'est uniquement parce qu'ils ont besoin de s'améliorer. Au nom de quoi? Et bien des modèles qui leur sont vendus. Donc ils ne sont plus eux, vous voyez, ils n'acceptent pas la nature humaine. Ils ont besoin de ressembler à autrui. Donc, on est dans la personnalisation et non dans sa réalisation, le pouvoir être soi-même. Après, on a bien d'autres romans qui suivent. On a par exemple également dans The Human Condition, en 1958, Hannah Arendt, qui évoque l'effort des chercheurs de son temps pour fabriquer des êtres humains en éprouvettes, comme si, révolté contre sa condition naturelle, l'homme cherchait à échanger sa vie, reçue de nulle part, contre un ouvrage de ses propres mains, rééditer le vivant. L'homme est entré dans l'époque de sa reproductibilité technique, même reproductibilité plutôt technique, que je sois dans le bon français, pour reprendre une formule de Walter Benjamin à propos de l'œuvre d'art. Dans le présent tract, modèle réduit d'un modèle traité, d'un modeste traité, mon propos sera consacré surtout aux biotechnologies de la reproduction et aux questions morales et politiques qu'elles posent. Donc ça sera pour la suite, hein. L'utérus artificiel, etc. Je vous réserve ça pour la continuité, mais il me fallait quand même vous lire un passage intéressant. C'est que petit à petit, voilà, la technique est là, elle existe notamment par le biomédical qui nécessite encore des ressources biologiques, des cellules souches, des cellules germinales ou des gamètes, des tissus, des organes, ressources qui doivent être prélevées sur des corps humains que j'ai appelés ailleurs des tierces corps. Donc, il y a toujours besoin, c'est pour ça que nous sommes le cheptel, comme je vous le disais, et que contrairement à ceux qui laissent entendre, qui vont faire plein de guerres, qui vont vacciner pour tuer les gens, ils ont besoin des êtres humains pour, en dehors de la sélection naturelle du darwinisme, de l'évolution, voyez-vous, des espèces, eh bien, essayer de choper même dans les meilleures espèces et les meilleurs patrimoines génétiques qui existent, les cellules qui vont être importantes pour faire une recombinaison génétique, donc créer des mutations pour des nouveaux êtres humains qui seront parfaits. C'est-à-dire, tu leur ouvres la peau, ça se régénère tout seul. Ils auront une force démultipliée, une intelligence tout autant accélérée et, voyez-vous, fluide, exponentielle, etc. En fait, il y a une série qui m'a vraiment marqué, mais à fond, c'est la série V de 2009. Parce que toute l'idée de reptile par reptile, on s'en fout de ça. C'est te montrer qu'il y a des humains qui ont la même apparence que toi, mais qui intérieurement, ils œuvrent pas pour Dieu, ni pour rester dans leur humble condition. Mais au contraire, ils se prennent pour des démons, ne veulent plus se soumettre au Créateur, ni à ses lois, ni à sa volonté.
et à la place décident de créer des êtres humains. Et dedans, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils utilisent une sorte de R6, une injection pour marquer les gens et pouvoir les suivre par les satellites. Vous voyez, comme un cheptel à qui on mettrait une puce électronique et on peut suivre où il gambade, est-ce qu'il a assez mangé, suivre sa santé, ce genre de choses. D'accord? Eh bien, dans la série, ils veulent en faire de même pour les humains. Et à partir de là, après, ils établissent un dossier médical, voyez-vous, et dedans, ils proposent insidieusement, parce qu'ils font des tests, etc., un dépistage génétique. Tu vois, comme on voit aujourd'hui par 23,5 ou autres qui vous proposent, pour même pas 50 $, d'envoyer votre test et ils vous disent vos origines ou autres. Mais ça, c'est que le paravent. Regardez ce qui se situe derrière. Ah, ils vous proposent, dans leur base de données, de régulièrement vous rentrer dedans pour regarder si ou non vous avez des maladies qui peuvent être détectées, des cancers ou je ne sais quel encore problème de santé. D'accord? Ça, c'est ce qu'ils proposent. Mais donc, ça veut dire que, en fait, ils ont mieux séquencé encore que ça l'ADN. Et qu'ils savent aussi votre potentiel. Si jamais vous en avez un, de résister à une bactérie, d'avoir, voyez-vous, peut-être une haute intelligence ou je ne sais quoi encore. Mais ils continuent leurs travaux sur des bases de données génétiques. Pourquoi? Eh bien, pour changer le modèle, du naturel où, soi-disant, les meilleurs spécimens restent sur Terre, eh bien, eux, ils veulent accélérer. 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans d'évolution qui pourraient être effectués en 1 décennie ou 2 décennies, par des croisements, recombinaisons génétiques, du livre de vie. C'est à peu près ça hein, qui se joue. Et dans la série, c'est exactement ça. Sauf que te montrer des humains qui modifieraient des humains en laboratoire et qui feraient des tas d'expériences, y compris sur le comportement, comme c'est le cas dans la série, sur les nanotechnologies qu'ils mettent dans des médicaments ou autres, eh bien, ils sont obligés de te laisser quand même le suspense d'une série pour pas que ça te ramène à la réalité. Mais quand tu te penches sur les vrais travaux, sur les positionnements des ingénieurs scientifiques, des prêtres et de bien d'autres qui ont étudié les dossiers, les archives, se sont mis dans les recherches scientifiques et vous disent, là, il y a un problème. Là, on dépasse la morale. Et j'irai plus loin. Que l'on voit que sur certaines îles, il se passe, hein, on appelle ça l'île du diable, je crois, pour Jeffrey Epstein, des sacrifices, des rituels, des enfants abusés, des esclaves, comme on l'a vu un peu partout sur la planète d'ailleurs, et qui ne peuvent pas être jugés parce qu'il y a des trusts et que ceux-ci sont en dehors des eaux, on va dire ça comme ça, des territoires contrôlés par la jurisprudence, voyez-vous, des États-Unis ou de l'Europe ou autre. Et donc on apprend en fait qu'il y a certaines parties en mer, entre autres avec des îles, où les lois, qu'elles soient françaises, américaines, de Grande-Bretagne ou ce que vous voulez, ne s'appliquent pas là-bas. Même la loi internationale, normalement qui devrait être partout, ce sont des endroits hors, voyez-vous, de réglementation et donc de mise sous justice. Et dans ces zones-là, peut-être, j'émets l'hypothèse, que l'on a le cas de chercheurs qui en réalité n'ont jamais disparu. Parce que si pendant la Seconde Guerre mondiale et ce qui a précédé, des êtres humains ont été capables d'en enlever, de les mettre dans des camps, de faire des expériences, tiens, eux on va leur mettre le virus et on va voir si on trouvera la solution. Je pense également à l'unité 731 au Japon. Hein. Allez, on va leur mettre des poux pour leur transmettre la maladie, puisque le pouls va aller, on va dire, communiquer avec le sang et pourra transmettre ou non comment dirais-je, des bactéries ou d'autres problèmes encore. Donc, ils auront des gens contaminés à 100% et après, ils pourront tester leurs produits dessus. L'unité 731, je vous en ai déjà parlé, mais ça sera dans une série à part, ils n'ont jamais été condamnés. En fait, ils ont transmis leurs recherches, parce que, vous voyez, moi j'ai continué les investigations sur ce sujet, ils ont transmis les recherches au Fort Detrick, laboratoire P4, entre autres sur que je vous dise pas de bêtises, sur l'anthrax. Et il y avait un autre virus comme ça. Mais sur l'anthrax. Et qu'est-ce que l'on a retrouvé par la suite? Bruce Evans, bioterroriste dans un laboratoire P4 américain qui avait envoyé après les attaques du 11 septembre, eh bien, des enveloppes avec la peste. Et récemment en France, on a vu que certains avaient envoyé dans une école primaire de la peste, de la poudre blanche détectée positive à la peste.
Donc, entre la peste et l'autre, excusez-moi, après 2001, c'était, comment dirais-je, l'anthrax, on voit très bien qu'il y a en fait des laboratoires spécifiques qui font des travaux et qui aimeraient ou non répandre certains virus. Parce que pour la bastille du charbon, l'excuse de cette attaque bioterroriste interne, c'était que la personne voulait obtenir des financements pour développer un vaccin. Il avait trouvé un vaccin. Là où, dans la société, globalement, il n'y a pas de problème avec l'anthrax, lui voulait la contaminer pour être glorifié, obtenir un titre ou je ne sais quoi, encore plus de pognon pour faire d'autres recherches peut-être, et afin de développer un vaccin contre la bacille du charbon. Des travaux récupérés d'où? Vous venez de le comprendre, de l'unité 731 pendant la Seconde Guerre mondiale, qui faisait des expériences sur des êtres humains non consentants. Et j'ai plein d'autres exemples comme ça, mais c'est incroyable. Et les ramifications du labo P4 de Fort Detrick ramènent également à certaines recherches et certains événements assez étranges. J'avais fait après plein de liens aussi. Pareil, dans le livre, hein, La guerre ouverte contre les peuples, il y a une partie sur tout ça. Donc comme quoi, on est loin d'un Wikipédia apparemment, il n'y aurait que ça dedans. Passons ce détail. Juste pour vous dire que voilà, ici, en toute intelligence, je vous partage des recherches, des années de lecture et d'efforts encore de ma part, et tout ça gratuitement. D'accord? Donc n'hésitez pas à être au moins des petits soutiens de premier plan. On les appelle parfois marchés voyous. Voilà que on a aussi un autre sujet, hein, c'est le commerce du sang. Les gens y donnent et puis en fait après ils récupèrent le placenta pour leurs recherches. Le plasma, excusez-moi, le placenta c'est plutôt pour les femmes qui sont enceintes, le plasma, que je fasse pas d'erreur, je me corrige immédiatement. Et du plasma, ils peuvent développer des médicaments, ce genre de choses, ce qui va rejoindre le sujet d'après. Et même, pour vous dire, le placenta, donc c'est... Quand il y a une femme qui est enceinte, elle a un bébé, ben, il baigne dans le placenta, et bien il y en a qui le revendent et d'autres qui le consomment. Il y a carrément des livres de recettes qui ont été vendus pour ça et tout. Je vous en avais déjà parlé à l'époque, entre autres sur le commerce des embryons. Mais enfin, on arrive donc au petit 5 hein, de l'introduction, et ils disent parfois, on les appelle les marchés voyous, marchés du désespoir et même marchés cannibales, pour en dénoncer l'injustice et la cruauté. Ce sont les marchés de la chair. Le plus ancien est celui du sexe. En tant que système organisé, la prostitution a ses recruteurs, ses proxénètes, ses clients et ses ressources humaines, le plus souvent des femmes originaires des pays pauvres. Ce que l'on a vu précédemment. Le syndicat des travailleurs du sexe, Strass, et les avocats qui, si j'ose dire, les soutiennent, réclament inlassablement dans notre pays la légalisation de ce commerce de la chair et la dépénalisation du proxénétisme au nom de la liberté. Mais la liberté de qui? Celle des consommateurs? On veut bien le croire. Mais celle des femmes? Dans sa thèse de doctorat en médecine, Judith Trincard étudie ce que les prostituées qu'elle a rencontrées appellent leur décorporalisation. Avec ce terme, elle désigne une stratégie de survie qui consiste à s'abstraire mentalement de leur corps et à se mettre à distance de leur sensibilité, de façon à surmonter leur répugnance. Il n'est pas si facile de mettre son corps, ses propres organes, bouche, sexe, anus, à la disposition du désir du client, y compris de ses fantasmes les plus glauques. Abolitionniste depuis longtemps, la France a décidé de pénaliser le client en 2013 avec l'aval du Conseil institutionnel en 2019. Elle est beaucoup plus frileuse à l'égard du marché de la maternité. Plus récent, ce marché présente certains points communs avec celui du sexe. En effet, la fonction de mère porteuse ou mère de substitution, surrogate mother, consiste pour une femme à mettre ses organes reproductifs à la disposition d'un autre genre de client, pudiquement appelé parent d'intention, intended parents, par les tribunaux californiens. On s'est empressé d'adopter ici cette appellation moins rude, porteuse d'une révolution redoutable dans les fondements de la parenté. Mais ça sera pour la suite, donc quand on arrivera à la PMA et à la GPA. Donc je vous garde au chaud ce tract, et on va commencer avec Cobaye humain, le grand secret des essais pharmaceutiques. À la page numéro 8, donc on sort de la préface et on entre dans l'introduction. Voici ce qui est inscrit. Alors, que je retrouve là où je veux vraiment aller. Pourtant, il semble bien que nous voulions toujours plus de médicaments pour nous aider ou nous fortifier, toujours plus de certitude quant à leur sécurité et leur efficacité.
La réponse à ces désirs contradictoires est la même depuis le milieu du XIXe siècle, époque à laquelle les chercheurs, déterminés à disséquer des animaux, évitèrent les protestations des opposants britanniques à la vivisection en la pratiquant en secret. Donc, pour éviter de choquer le grand public, que la masse se révolte contre des animaux qui seraient scalpés et où on inoculerait telle et telle maladie pour essayer de développer des médicamentations, ils ont fait ça en secret. Donc on peut se douter qu'au nom du progrès militaire, de la défense d'un pays pour par exemple régénérer des cellules, augmenter des capacités de certains corps armés ou compagnie, ils créent des nouvelles unités de mercenaires mais de surhumains, et on n'est pas dans X-Men ou autre, on peut se douter que oui, il doit y avoir des programmes militaires qui en font d'eux-mêmes, et plus seulement sur les animaux, mais sur des humains. Quand on voit au plus haut sommet de l'État qui sont touchés par des faits de criminalité sur les enfants, je veux dire, quelle est leur limite quand déjà ils sont là à avoir des mauvaises pulsions, des atrocités sur ces gamins? Et moi je vous ai dit, dans l'affaire de Jeffrey Epstein, on a entendu que c'était un transhumaniste, qu'il était même avec son Zoro Ranch dans l'idée d'avoir une descendance, une lignée qui serait de sa propre, semence, et pour inséminer des femmes qui auraient été sélectionnées sur catalogue et compagnie, qu'il avait même été voir des brillants scientifiques, ingénieurs et bien d'autres pour leur dire: est-ce que vous voulez pas rejoindre mon catalogue? Où en fait on aurait, comme à une certaine époque, des donneurs avec un quotient intellectuel de génie. Et on ferait une classe de génie qui viendrait à gouverner le reste de la planète. Et pour tout ça, eh bien, il faut faire des expériences. Rappelez-vous, pareil, la thématique de la transfusion de sang de jeunes. Ma précédente chaîne, là, à 3000 et quelques abonnés, elle a sauté à cause de ça. Parce que j'ai mis en correspondance ce qui se passait aux États-Unis, ce que 6ix9ine avait fait, carrément il avait publié pour 20 000 $, il le faisait. Embryose, une entreprise, il me semble qu'elle était en Suisse, qui proposait ces services-là de rajeunir les cellules. Comment? Eh bien en prenant du sang du jeune et en se le transfusant. Ils appellent ça, je sais plus, il y a un nom spécifique où en fait ça te purge quelque part. T'enlèves ton propre sang mais tu le remplaces par un jeune et les cellules se régénèrent mieux, même s'il peut y avoir un danger pour le cerveau et pour d'autres choses. Et donc ils mènent ces travaux-là. Et les mêmes que l'on retrouve d'ailleurs dans la série que j'ai quand même appréciée, Orphan Black. Vous voyez, où ils vont créer comme ça des clones. Et sauf qu'elles vont avoir des défauts génétiques, il me semble, et ils continuent leurs travaux. Enfin, ils font des choses sur une île pareille, en dehors. Et on nous dit que c'est que de la science-fiction. Je sais pas. Enfin, c'est qu'une hypothèse pour certains, peut-être. Continuons. Donc là, on voit aujourd'hui les fabricants de médicaments avisés présentent leurs nouveaux produits à grand renfort de publicité, mais ils conduisent sans bruit les expériences requises pour leur élaboration. Et pendant que nous nous réjouissons ou que nous nous plaignons au sujet des produits de la recherche médicale, combien coûtent les médicaments? Et qui paye? Quels sont les effets secondaires? Le grand business des nouveaux produits fait son chemin. S'il est une chose que l'histoire de l'expérimentation sur les humains nous a apprise, des sanglantes vivisections du premier millénaire à l'étude de Tuskegee sur la syphilis, c'est que les plus pauvres et les moins puissants d'entre nous sont indiscutablement les plus exposés au risque d'abus. Et je vous avais dit qu'il faut en sorte... J'ai un autre livre que j'ai laissé dans mon habitation secondaire, c'est tout ce qui est des nanoparticules, les nanotoxiques, en dehors des particules ultra fines, ce qu'ils appellent les puffs, PUFS. En fait, c'est ce qui émane, par exemple, des avions, voyez-vous, des pollutions, encore des voitures, de ce genre de choses, des usines. Eh bien, il y a autre chose, c'est les particules ultra fines. Vous voyez, il y a, alors attendez, les puffs particules ultra fines, et il y a un autre élément encore. On va dire que ça peut se ressembler, mais là, ça n'a plus rien à voir. C'est plutôt ce qui se retrouve dans l'alimentation, type additif, exhausteur de goût, ajusteur ou non, voyez-vous, du pH et de bien d'autres choses, qui en fait, cumulés les uns les autres, conduisent à une défaillance, à s'accumuler en trop haute importance, donc créer un état toxique dans des organes, dans des parties du corps et compagnie. Dans la vaccination, à l'époque, on avait un adjuvant qui était utilisé. Aujourd'hui, c'est l'adjuvant aluminique. Celui qui va se placer dans certaines parties de vos os, dans le cerveau, et qui des fois ne se sépare même pas de votre corps. Parce que dans la vaccination, l'adjuvant aluminique
En fait, il est censé faire en sorte que, on va dire, le virus inatténué ou on va dire mis sous une autre forme reste assez longtemps dans le corps pour qu'il y ait une conflictualité, que les anticorps se présentent, viennent combattre, viennent enregistrer le message de cet élément étranger et que lorsqu'il se représente, ça y est, vous êtes immunisé. Mais pour ce faire, il doit rester un certain temps dans le corps et donc pour le stabiliser, on va dire faire en sorte qu'il reste au point d'injection et dans une certaine zone assez longtemps répandu tout de même, il faut lui mettre un adjuvant. Et à l'époque, il y en avait un qui était sans danger. Et puis d'un coup, ils ont décidé tous de le modifier parce que ça revenait moins cher de mettre un adjuvant aluminique. Et on a eu des dommages collatéraux. Donc, vous mettez ça avec la bouffe qui se dégrade, avec les gens qui sont dans un environnement où il y a des perturbateurs endocriniens, pesticides et tout ce que l'on veut, particules ultra fines, comme on vient d'en parler, par les voitures, par les avions, par toutes ces pollutions qui sont présentes. L'eau tout de même qui... même traité, se retrouve avec des résidus, puisque passés dans les corps humains qui ont ingurgité toutes ces toxines, etc., ils les rejettent. Même s'il y a un système de traitement des eaux, on l'a vu, il y a après des résidus de médicaments, il y a des résidus de pesticides, des résidus de ça, qui s'accumulent, qui retournent dans le cycle, qui retournent après dans les rivières, qui vont dans les poissons, qui vont dans bien d'autres choses encore, dans l'alimentation, dans les sols, dans les nappes phréatiques, qui se retrouvent à nouveau dans le cycle pour faire pousser bien les plantes, et vous voyez, c'est un cercle où, si on ne le stoppe pas un moment, on se condamne finalement à avoir toujours plus de pollueurs. Vous voyez, c'est comme, par exemple, manger du poisson, c'est bon, mais les gros poissons, il me semble qu'ils ont, je crois que c'est du plomb, un truc comme ça, dans leur corps, ou du mercure, je ne sais plus, je crois que c'est le mercure même, en trop haute importance. Et donc, si tu en consommes une fois de temps en temps, pas de danger, ton corps a le temps d'évacuer, etc. Si tu en consommes tous les jours et on va dire en bonne proportion, eh bien en fait tu ne fais pas du tout du bien à ton corps, tu n'accumules pas les protéines comme il faudrait, c'est plutôt que là tu es en train de le polluer par autre chose. Vous voyez? Eh bien, tout ceci conduit en fait la malbouffe à l'obésité, l'une des premières causes de mortalité au monde. Hein. C'est pas le fait d'être en sous-nutrition, non, c'est d'être en surnutrition, ou même en malnutrition. Malnutri, c'est-à-dire que tu manges à ta faim, mais ce que tu as apporté, c'est néfaste. Trop de calories, trop de gras, trop de sel, trop de sucre et ce genre de choses. Donc, problème de diabète, problème de foie, problème de rein, problème de ci et de ça, et alors tu vas être dépendant des médicaments, voire peut-être d'une transplantation d'organes, et c'est là que toi aussi tu rentres sur le marché. Et tu es demandeur. Et je parle même pas de ceux qui rentrent dans l'âge avec la sénescence, etc. Donc ça y est, on comprend que les médicaments sont très importants dans cette société. Alors, il y en a certains qui méritent d'être là, qui permettent de soigner des maladies, on va dire, qui sont survenues sans forcément que la personne, voyez-vous, soit dans une pollution, à manger n'importe quoi, ce genre de choses. Il y a des maladies aussi qui existent. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a augmenté notre longévité. Même s'il y a des travaux qui disent quand même que le bon que l'on a fait depuis le Moyen-Âge, et surtout même depuis le XXe siècle, est dû à notre hygiène. C'est-à-dire qu'avant tout, avant de parler de vaccination, je ne sais quoi, ce qui a véritablement stoppé les épidémies, mis fin, voyez-vous, aux transmissions massives de maladies, de bien d'autres choses, c'est l'hygiène. Vous voyez, les distances, faire attention de bien se laver les mains avant de manger, bref, je ne vais pas vous faire un cours sur ça, même si la thématique est intéressante. Donc après, on voit qu'à ce jour, la proportion à conduire des essais expérimentaux dans les pays pauvres en est encore à ses débuts, mais elle s'accentue à vive allure. Selon USA Today, les grands fabricants de produits pharmaceutiques, comme GlaxoSmithKline, Waits et Merck, qui conduisent d'ores et déjà 30 à 50% de leur expérience à l'extérieur des États-Unis et de l'Europe occidentale, prévoient de porter la part de leurs essais réalisés à l'étranger à 70%. Donc ils profitent des pays pauvres, des gens dans des régions des fois mal alphabétisés, et j'ai jamais dit que c'était des crétins, hein. Encore une fois, c'est que ces gens-là n'ont pas la même culture que nous. Et malheureusement, certains, voyez-vous, qui font fortune dans l'Occident, en profitent de cette vulnérabilité pour leur dire, voilà, signez en bas. Vous aurez quelques dollars et pourquoi pas un accompagnement si jamais ça se complexifiait.
Et tandis qu'aux États-Unis, le nombre de médecins investigateurs a diminué de 11% entre 2001 et 2003, à l'étranger, dans le même temps, il a augmenté de 8% selon l'étude réalisée en 2005 par Tufts Center for Drug Development. Je cite. La délocalisation de la recherche pharmaceutique commence à s'accélérer, écrit le Washington Post en mai 2005. J'avais mis quoi d'autre, ouais, donc ça c'est bon. Page 14. La bavure en premier lieu. La dernière en date, lorsqu'il nous écrit cet ouvrage, la plus dramatique a eu lieu en Grande-Bretagne en 2007. Assis sur son fauteuil roulant, un jeune garçon explique qu'il va être amputé. Un accident? Non. Une erreur médicale? Oui. Ce jeune homme avait consenti tout simplement à être volontaire sain, c'est-à-dire que, moyennant rétribution, il acceptait de tester de nouveaux médicaments. Non pas de tester leur efficacité, mais leur toxicité. C'est ce que l'on appelle les essais de phase 1. Car avant d'être mise sur le marché, une nouvelle molécule se doit d'être tout simplement testée et d'être non dangereuse. En somme, il s'agit de respecter le principe de base de la médecine, je cite, « ne pas nuire », inscrit dans le fameux serment d'Hippocrate. Le drame qui s'est produit à Londres le 13 mars 2007, excusez pour ces deux moments d'inattention, rappelle que les essais cliniques sont loin d'être anodins. Pour mémoire, il s'agissait du premier essai chez l'homme d'un anticorps monoclonal, TGN 1412 ou Supermab, destiné à combattre la leucémie, la sclérose en plaques et la polyarthrite rhumatoïde. Mais les 6 personnes qui ont reçu le médicament ont été victimes de réactions extrêmement violentes et ont dû être hospitalisées en unité de soins intensifs. Les laboratoires, Parexel et Tête Généraux, à l'origine de l'essai, ont fait part de leur stupeur. Ils ne s'expliquaient pas les raisons de cette réaction et soulignaient que toutes les mesures de précaution avaient bien été prises conformément aux règles européennes. De plus, la molécule avait été testée sur des singes et des lapins, parfois à dose 500 fois supérieure à l'essai humain, sans provoquer ni effet secondaire, ni décès des cobayes. Alors faut-il revoir les protocoles d'essais cliniques? Et c'est là toute l'interrogation de certains qui sont complémentaires dans d'autres ouvrages, qui disent que des fois, on peut tester l'innocuité, la non-dangerosité d'un médicament sur des animaux, mais ils ne sont pas dans la biologie des humains. Et ils se rapprochent pour certains, à quelques pourcentages, à quelques allèles près et quelques écritures de ruban, mais néanmoins, les actions qui peuvent des fois ne pas être détectées chez eux peuvent se provoquer chez l'humain. Et donc on a phase 1, normalement pour développer un médicament, phase 2, et normalement en phase 3, après c'est sur des centaines de milliers de personnes, et enfin on obtient une autorisation finale, une fois que tous les paliers ont été passés. Or, on l'a très bien vu, en cas d'épidémie, certains en profitent, non seulement il y a une manne financière, mais en plus il y a moyen de se développer des nouveaux commerces par la suite, en créant des réactions secondaires, des effets secondaires, où les gens vont avoir des troubles neurologiques, pour d'autres ça va impacter un organe, ça va leur faire perdre, voyez-vous, leur immunité, donc ils seront tout frêles, et à la moindre vague de froid, ou même, voyez-vous, au moindre passage d'un virus, paf, ils sont chaotechniques, ils ont besoin d'être en soins, d'avoir des médicaments, etc. C'est un sacré marché, de l'horreur. De plus, donc, la molécule avait été testée, on l'a vu, à hauteur de plus de 500 fois sur les animaux, donc, aucune morale, pas de problème. L'animal, il est là en laboratoire. On va même lui mettre 400 fois, 500 fois la dose du produit qu'on mettrait sur les humains juste pour voir s'il fait une réaction. Imaginez le nombre de produits comme ça qu'ils testent. Les animaux qui doivent s'en arracher les poils, qui doivent s'en bouffer carrément jusqu'au sang, voyez-vous, tellement ils souffrent. Mais ça, chut, hein, c'est comme pour le trafic de femmes ou de fillettes. Chut, il y a trop de marché derrière. Voyez. Et donc, quand on accumule ces différents réseaux qui existent, trafic d'organes, des gens qui font des expériences sur les animaux, ceux qui trafiquent les femmes, etc., dites-moi combien de millions de personnes dans le monde qui sont coupables. Et là, on ne peut plus parler, comme certains qui se diraient complotistes, d'une caste secrète qui agit, qui gouverne tout. Non. C'est pour ça que, quand j'ai fait la réédition du livre, j'ai mis la guerre ouverte contre les peuples. Celui qui cherche, il a l'info. Celui qui veut voir, il est là, déjà dans la vision. Il comprend ce qui se déroule sous ses yeux. Il voit très bien qu'il n'y a rien de sain. Et donc, après, il s'en remet à la compréhension de pourquoi il y avait des déclarations comme Hippocrate. Et qui a inspiré Hippocrate? Ah, celui qui était dans la ville de Pergame. Ah, ok, d'accord, on comprend un peu mieux. En fait,
Tac, 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 tac. Les avancées de la médecine, qui servent ni plus ni moins de l'affaiblissement de l'homme qui ne comprend plus, il n'est pas en interaction avec son environnement, ça y est, il est déjà dépossédé de sa nature première, et donc comme on l'a vu précédemment, il sort de sa métaphysique, et finalement il se conduit ni plus ni moins qu'à un mimétisme du crétinisme, qui ne fait même plus la civilisation, mais qui s'abrutit, voyez-vous, et qui se rend dans cette communauté coupable, et aux dépens de son bourreau, qui en fera ce qu'il veut. Amenez-moi le patient ou amenez-moi le cobaye, c'est la même chose. Ce ne sera qu'un numéro de sécurité sociale qui en ressortira. Et quand celui-ci voudra se faire justice, il passera du numéro de sécurité sociale au numéro d'écrou asocial. L'un ou l'autre, il ne restera que numéro et que produit que l'on dispose, que l'on, voyez-vous, positionne pour le programme final. Alors, aujourd'hui, en Grande-Bretagne comme en France, la plupart des essais dits de phase 1 sont sous-traités par les grandes firmes pharmaceutiques à des structures privées, ce qu'on appelle les CRO, Contract Research Organization, souvent performantes, mais qui agissent vite et sans beaucoup de contrôle. Pour Vincent, tout se passe bien, c'est un cobaye heureux. Il a 30 ans, il vit en Côte d'Armor, près de Rennes, et il y a quelques années, une de ses amies lui a demandé si cela pouvait l'intéresser de se porter volontaire dans des essais cliniques sur l'homme. Il a vite accepté, car s'il n'y a pas de rétribution officielle, il y a de fortes indemnités nettes d'impôts. Ainsi, dans un programme sur 3 semaines, il peut toucher près de 3 000 €, et ça en France. Néanmoins, pour éviter tous les abus, un grand nombre de ces volontaires sont des étudiants qui font des essais pour payer leur étude, et en France, cela ne peut pas être un métier, le plafond annuel d'indemnité ne devant pas dépasser 4 500 €. Imaginez la compréhension de pourquoi certains socialistes, c'est souvent comme ça, de toute façon, dans ces expériences et compagnie, disent qu'on a besoin des étrangers. On a besoin des immigrés, pourquoi? Pour faire le ménage, comme on entend certains là sur les plateaux télé ou à la radio nous donner des leçons. Pour être Uber Eats, etc. Mais il y a un autre commerce d'ailleurs dont on n'entend pas beaucoup parler. Celles qui seront victimes de traite. Ceux qui ne connaissent pas vraiment leurs droits et qui vont réussir à manipuler dans leur extrême pauvreté pour les pousser à faire des expériences médicales. 4 500 €, tu vois. Ce genre de choses. Pareil, ils profitent de la vulnérabilité aussi des étudiants. Ils font en sorte que le coût de la vie soit cher, qu'ils ne puissent pas se loger, parce qu'aujourd'hui, en étudiant, pour se loger, si t'as pas des parents qui suivent derrière, c'est quasiment impossible. C'est 500-600 € dans des structures, on va dire intermédiaires, sociales comme ils les appellent. T'as la bouffe à côté qu'il faut payer. Il y a des associations qui donnent, etc., mais il faut être disponible pour faire la queue. Vous vous rendez compte que tout est orchestré pour les pousser à se marchander eux-mêmes. Certaines, des jeunes étudiantes, à se prostituer. D'autres, à participer à des réseaux criminels, de drogue, de ce que vous voulez, ou encore à être là cobaye de la science. Le volontaire n'a pas le droit, par exemple, de participer à plusieurs essais en même temps. Le promoteur doit de son côté répondre à un cahier des charges précis, en particulier prouver l'innocuité de ces nouvelles molécules sur les animaux en laboratoire. Vincent a un travail, mais il n'hésite pas à prendre des congés pour participer à un essai. Il y a de plus en plus de demandes. Avec Internet, c'est très facile quand on surfe sur des forums spécialisés. Et donc là, on a les cobayes des médicaments, on a également celles qui vont vendre leur corps pour porter un bébé pour autrui. Voilà, on est dans le monde que je n'apprécie pas du tout. Donc après, j'avais mis à la page 17. Actuellement, certains gériatres, comme le professeur Olivier Saint-Jean de l'hôpital européen Georges Pompidou, affirment que le traitement en vigueur avec l'Aricept est totalement inutile, sans effet, sauf pour le bien-être financier de la firme pharmaceutique qui le produit. D'autres gériatres estiment le contraire et le prescrivent massivement. Alors qu'y croire? Comment progresser? Il n'y a aucune donnée à moyen terme. Pour mener à bien ce type d'essai, un des repères est le consentement éclairé de la personne. Comment le recueillir quand celle-ci n'a pas toute sa tête? Va-t-on faire semblant d'avoir un consentement libre et éclairé d'une personne qui ne comprendrait pas l'aboutissement, les risques encourus par ce genre de recherche, ou va-t-on demander même à la famille ou à ses proches de le donner à sa place? Mais qui peut dire que les intérêts sont les mêmes? Une loi récente a créé le statut de personne de confiance qui peut être choisi par tout patient. Mais qui le sait? Aujourd'hui, le no man's land prévaut.
Voilà quelques exemples qui montrent combien les problèmes scientifiques et éthiques attachés aux essais de nouveaux médicaments sont multiples et divers. L'on ne peut pas se débarrasser de cette problématique en se contentant d'affirmer que c'est la faute au labo. Derrière, il manque les politiques de mobiliser pour mettre des lois strictes, éviter que des handicapés ou des personnes avec des petits problèmes mentaux qui ne comprennent pas tout, vous voyez, ils ne sont pas forcément bêtes, stupides, mais ils ne sont pas formés à être méfiants face à des médecins à qui ils rendent souvent visite. Ils ne sont pas structurés, voyez-vous, pour comprendre aussi les manipulations. Il y en a qui vivent dans un phénomène béni oui-oui. En fait, ils sont limite, et c'est pas un reproche qu'on a à leur faire, ils sont purs. Ils voient pas le danger, ils ne voient pas la méchanceté des autres. Et quand ça leur tombe dessus, ils comprennent pas, mais malgré ça, ils pardonneront. Ils se diront, je comprends pas pourquoi il me fait du mal, etc. Oui, il y en a, c'est comme ça, ils vivent ainsi. Et bon nombre dans la société française, soit par des déficiences ou non, ne voient pas la méchanceté, n'arrivent pas à comprendre les manipulations des commerciaux, même des médecins des fois qui les forcent à prendre des médicaments alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Parce qu'il y a justement, comme on le disait dans la relation humaine, l'établissement de confiance. Comme là, il parle de personnes de confiance. Mais aujourd'hui, à qui bien se confier, qui est véritablement le proche qui ne vous trahira pas, mis à part père et mère, et encore pour certains, ça a déjà été rompu. Vous voyez, mais c'est très compliqué, il y a pas l'argent. Ils veulent tous partir en vacances, être dans le consumérisme, avoir les fringues de marque, ce genre de choses. Il y en a qui ont sacrifié leurs parents pour des assurances. Il y en a qui, jusqu'au bout, seront que dans un rapport faux cul hypocrite pour être sur le testament. Ou pour subtiliser quelques deniers par la grand-mère, je ne sais pas, qui fait pas forcément attention, qui n'établit pas ses comptes, qui sait qu'elle a un peu d'argent de retraite qui tombe, et puis elle avait coffré un capital de côté. Et, je sais pas, la sage-femme qui vient lui rendre visite, ou un autre assistant encore, profite en fait de sa main sur le portefeuille pour de temps en temps s'en remettre 50 ou 100 euros en plus de son salaire, sans demander. Et bien d'autres phénomènes comme ça, donc vous comprenez. Si maintenant des anciens, ou peu importe, doivent finalement laisser le pouvoir de leur santé entre les mains d'une autre personne, qui peut maintenant décider de leur faire prendre des médicaments ou autres pour tester un produit, autant vous dire que ça va être chaud. Les laboratoires, parlons-en. Ces dernières années se sont multipliées des affaires mettant en cause la politique commerciale des firmes pharmaceutiques. Juste, voilà, quand ils disent, il n'y a pas que les labos qui sont coupables. Il y a tous les acteurs, il y a les intermédiaires qui font signer les contrats, et en fait, il y a différentes strates. Mais comme je vous ai pris l'exemple également de proches qui ne vous veulent pas du bien. Alors on est à 47 minutes, je vais boire une petite gorgée. Il faut que j'avance un peu parce que je parle beaucoup. Un cas parmi d'autres, celui de Lilly, donc qui est un laboratoire pharmaceutique, énorme multinational qui a la réputation d'une grande efficacité dans sa politique marketing. Eli Lilly a dans son panier un médicament qui s'appelle le Zyprexa, qui est aujourd'hui en France l'antipsychotique le plus utilisé. Depuis une petite dizaine d'années, donc maintenant peut-être une vingtaine même plus, il fait en effet partie de cette nouvelle race de molécules qui soignent, ou du moins limitent, les effets de certaines psychoses. Les anciens traitements, à base de neuroleptiques, donnaient des résultats, mais ils provoquaient des effets secondaires multiples, une prise de poids, endormissement, baisse de la conscience, effondrement de la libido. Pendant des années, ces effets secondaires n'ont pas été pris en compte. Et les patients n'étaient-ils pas des malades mentaux déjà ? On n'allait quand même pas se soucier de leur mode de vie. Voilà donc une nouvelle classe de médicaments qui est apparue à la fin des années 90, qui se présentait avec un avantage majeur. Très peu d'effets secondaires. En tout cas, beaucoup moins. Quid de la prise de poids ? Marginal, répond Lilly au début. Le laboratoire, plus tard, découvre que c'est manifestement faux. Et le laboratoire le savait. Il l'avait même caché. Comme l'a révélé fin 2006 le New York Times, pendant une décennie, Lilly a ainsi minimisé les risques. Ses responsables avaient soustrait aux médecins des informations importantes sur le lien entre le Zyprexa et l'obésité, et sur sa tendance à augmenter le taux de glucose sanguin chez les patients, deux facteurs aggravant les risques de diabète selon le quotidien. Problème de santé mentale, des fois qui ne nécessitent même pas en réalité de prendre des psychotropes, mais bon, les médecins et certains spécialistes de la santé aujourd'hui, soit par lobbying
donc intérêt financier des, voyez-vous, entre eux et les marchands, soit par simplisme, disant ah ouais bon lui, après 2-3 séances, je vais le mettre sous tel médicament, à telle dose. Puis il les rend dépendants, parce que le corps il s'habitue. L'humain, il est dans un lamarckisme, il s'adapte à son environnement. Donc le corps s'habitue au fur et à mesure, c'est comme quelqu'un qui consomme des stupes. Au début il va fumer un joint, ça va le défoncer, après ils vont fumer 10 dans la même journée. Et un alcoolique tout autant, il commence par un verre et au fur et à mesure il fait la bouteille tout seul. Eh bien, le corps peut s'habituer. Et des fois à des doses même qui lui sont toxiques en soi, voyez-vous, qui le détruisent. Eh bien, leur donner des médicaments en leur disant non, vous en faites pas, c'est contrairement à d'autres voyez-vous, comment dirais-je, pour éviter les psychoses, d'autres neuroleptiques, nous, notre produit, il est fiable. Pas de prise de poids, pas d'effets secondaires majeurs, même pas du tout d'effets. Et on s'aperçoit qu'ils étaient au courant du contraire. Et que ça entraînait donc l'obésité. L'obésité, un des facteurs de mortalité qui entraîne après d'autres effets délétères, risque de diabète. Donc quand tu commences à avoir ton corps qui te lâche, la santé mentale, ça a du mal à suivre. Déjà, il y en a dans leur vie, ils passent des moments difficiles, comme tout un chacun, y compris moi, comme bien d'autres. On peut avoir des problèmes de santé ou autres. Et quand on les traverse, voyez-vous, on est impacté. On se dit, ah ouais, putain. Sur le moment même, on ne veut pas forcément être dans l'acceptation. Donc imaginez une personne qui a déjà des troubles, on lui donne un médicament, ça lui développe de l'obésité, ça va entraîner diabète ou je ne sais quelle encore complication, et derrière, comment vous voulez qu'il soit bien? Il a moyen encore plus de disjoncter, et puis il faut du coup plus seulement le médicament pour la tête, il faut le médicament pour le diabète. Ça nourrit encore d'autres marchés. Et il y a autre chose que je voulais dire sur ça, c'est un produit dont je n'ai plus le nom en tête, il me semble qu'il avait été également commercialisé par Eli Lilly, avec l'accord de George Bush, je ne sais plus si c'était George Herbert Walker Bush ou le fils, qui avait mis en place, j'ai plus le nom, mais en fait c'est pareil, c'est un truc psychotrope, et les gens ça les a rendus zinzin. Et il y en a plein, ils sont décédés de ça, ou on les retrouve dans la rue zombifiés, il y a un nom spécial. En France, j'en ai vu aussi qui était sous Xanax. Vous voyez, normalement, je crois que c'est pour éviter... je sais plus, c'est les alcooliques, les drogués, les trucs comme ça. Et il y en a, ils les sniffaient carrément. Donc après, il y a non seulement la prise du médicament qui est néfaste, mais il y a les utilisations connexes, on va dire, qui sont encore pires. Et tu te retrouves dehors avec des drogués qui s'injectent en intraveineuse des médocs. Et ils sont même plus là à fumer des chichons, à prendre des tasses ou encore à s'en mettre dans le nez. Non, là, ils s'injectent des médicaments. Ils prennent les médicaments différemment. Enfin bref, c'est de la folie. Le New York Times a pu fonder ses affirmations sur des centaines de documents internes et des courriels entre dirigeants du groupe que lui a remis un avocat en défendant les patients souffrant de troubles mentaux. Par exemple, Eli Lilly avait certes publié les données montrant que 30% des patients sous Zyprexa avaient pris 10 kilos ou plus au bout d'un an de traitement, mais avait donné consigne à ses représentants de minimiser ces chiffres auprès des médecins. Le groupe pharmaceutique craignait que les ventes soient affectées s'il se montrait plus direct sur le fait que le traitement pouvait provoquer des prises de poids ingérables ou du diabète. On peut comprendre pourquoi le Zyprexa est de loin le plus gros succès de Lilly. En 2005, il lui avait rapporté 4,2 milliards de dollars, soit plus d'un tiers de son chiffre d'affaires total. Et cela se poursuit. En 2007, dans les hôpitaux psychiatriques français, les visiteurs médicaux de Lilly continuent à venir régulièrement dans les couloirs des services, vantant les mérites de leurs molécules. Je cite, « Ils sont insistants ». Fin de citation raconte une jeune interne de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Je cite à nouveau, « Ils viennent, ce sont des hommes maintenant. Le labo a dû se rendre compte qu'il y avait de plus en plus de filles médecins, et ils nous proposent des petits cadeaux, de payer nos pots de départ, ou de prendre en charge nos dépenses pour tel congrès. Ils le font comme si c'était absolument naturel. » Fin de citation. Et là, vous comprenez maintenant pourquoi les politiques se sont mis dans l'optique de taper sur les faibles. Vous voyez, ils ont maintenu le salaire bas là, pour tous les infirmiers, pour certains membres du personnel soignant. Parce qu'ils savent déjà que c'est un métier de cœur, que ces personnes ne peuvent pas du jour au lendemain tous se mettre en grève, parce que ça engendrait des morts, des personnes qui ne seraient plus traitées, et y a des patients qui leur tiennent à cœur, c'est comme leur deuxième famille, si je puis dire. Vous voyez, ils ont établi une correspondance.
Ils connaissent la personne, son nom, sa famille, un peu son histoire, son vécu. Ils ont été dans des rapports humains. Donc ils ne peuvent pas se permettre de laisser ces gens mourir. Et l'État en profite. Et en même temps, ils se disent, il y a un moment, on va tellement les mettre en burn-out, en dégoût du métier, que finalement, ils n'auront plus la vision que face à eux, c'est un être humain. Ils verront seulement un patient de plus, quoi. Putain, on en a 15, 30, alors qu'avant, on n'en avait que 10 à traiter dans la journée. Et j'extrapole un peu, mais c'est pour vous montrer. Là où avant, il y avait, je sais pas, 30 minutes au moins pour passer du temps, faire connaissance, et puis en même temps, exercer le métier, là, c'est du travail à la chaîne. Et donc, quand tu n'as plus le temps d'être dans une construction avec l'autre, vous voyez, le rapport, quelque part, patient et professionnel de santé, et que c'est finalement professionnel de santé avec client, vous voyez, un rapport marchand, il n'y a plus de souci après avoir, dans ces cas-là, des petits pots de vin qui s'ajoutent, et puis finalement à dire après tout, allez, on va leur mettre ce produit, ils partiront peut-être plus vite. C'est ça la chose. Un médecin chef du service à Annecy se montre plus caustique. Je cite. Maintenant, Lilly nous vend des programmes de nutrition d'accompagnement pour son Zyprexa. Un comble. Ils nous vendent le Zyprexa et nous vendent les méthodes pour en diminuer les effets secondaires. Fin de citation. Belle stratégie qui ne s'arrête pas là. En psychiatrie, depuis peu, un nouvel axe commercial se fait jour. La prévention des psychoses. C'est le rêve de tout psychiatre. C'est surtout l'aubaine pour les grandes firmes qui se sont dit « Et si on essayait nos molécules dans la prévention ?» Voilà que maintenant on n'est plus dans le thérapeutique, on est dans le mélioratif. On anticipe même. Problème, comment organiser de tels essais? Ou trouver des patients en risque de psychose? Est-ce un adolescent déprimé? Un jeune qui a fait une bouffée délirante? Une fille qui a fait une tentative de suicide? En tout cas, au début des années 2000, des essais ont été montés sous le couvert d'universités de renom. On a donné ces antipsychotiques à des jeunes qui n'avaient aucun symptôme, juste un profil. Et vous comme moi, comme tout autre humain d'ailleurs, on est passé dans notre état de jeunesse et il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des moments où c'était plus compliqué. Quand on est confronté, je sais pas, à la perte d'un proche, à la perte d'un animal qu'on tenait, pour d'autres ça va être également à des conflits entre amitiés ou une quelconque exposition qui ne devait pas avoir lieu. Enfin bref, il y a des humiliations pour tout un chacun, il y a des remords, des regrets, et donc il y a des périodes quelque part dépressives si je puis dire. En tout cas, on n'est pas dans le meilleur de notre forme. Heureusement, pour certains, on est accompagné par des vrais amis qui remontent le moral. Et nous-mêmes, nous pouvons être un vrai support pour certains de nos amis. Voyez-vous, faire en sorte qu'ils ne soient pas dans un relâchement isolé et finalement qu'ils soient entre les mains de ceux qui leur mettent des médicaments pour tester. Juste comme ça, parce qu'il y a un risque que ça devienne pire. Voyez, moi, j'ai côtoyé à l'époque une fille. Et on va dire, elle était, voilà, elle se faisait du mal à elle-même. Et j'avais réussi à remonter le moral, qu'elle retrouve confiance, etc. Mais après, je ne vais pas tout exposer, ce que j'ai fait, et ni la personne, ce qu'elle avait. Vous voyez, je ne peux pas non plus rentrer dans les détails de la vie privée. Mais je pense que ça a été un meilleur soutien que, comme elle était en friction avec ses parents, ça ne voulait plus parler ou autre, eux, ils ne savaient pas quoi faire. Et donc quand ils sont désemparés, les parents, ils font quoi? Ils se remettent aux professionnels de santé. Et ils sont rapidement aiguillés vers quoi? Vers la mise en psychiatrie ou ce genre de choses. Pas forcément l'enfermer et la mettre en camisole. Et ça commence par des séances quelque part. Et des séances, ça aboutit où? En général, à ces rapports financiers dont on a vu, puisque eux, c'est leur métier. Et qu'ils ont tout intérêt à encaisser encore plus. Comprenez. Et c'est là le problème de cette modernité aussi, parce que là je parle uniquement de problèmes de jeunesse, mais il y en a c'est des problèmes de drogue. Donc quand vous alliez les deux, le médecin qui peut voir, enfin même l'autre professionnel de santé qui peut voir la personne, va dire ah oui ok donc elle peut avoir tel problème psychique, mais s'y ajoute une addiction. Donc double traitement, avec un suivi sur le long terme. Sous-entendu, il y a la pression pour la personne de devoir prendre la médicamentation. Certes, il n'y a personne à côté d'elle, peut-être, quand ils sont jeunes, un tuteur légal qui est là et qui vérifie s'il y a une prise ou non de la molécule. Voyez-vous? Mais il y en a qui sont seuls, arrivés à l'âge adulte, qui sont malheureusement entraînés dans ces processus-là pour X ou Y raison, et qui se mettent une pression comme si justement il y avait une surveillance. Et ça concerne bon nombre de personnes dans la société.
Je sais pas, j'ai pas été voir les chiffres, mais dans notre entourage, on a au moins une, voire deux personnes que l'on connaît, qui ont été dans certains délires ou non, et qui se sont retrouvées orientées vers ces schémas-là. Et la plupart du temps, l'effet était inverse. Ces gens-là n'ont pas du tout été soignés, c'est-à-dire qu'ils vont bien uniquement quand ils ont le traitement. Mais ils ne sont même plus eux-mêmes véritablement. Et lorsqu'ils s'en séparent, c'est des crises, c'est des folies, parce que le corps s'est habitué, comme je vous le disais tout à l'heure. Tu ne reconnais plus la personne, et ça c'est triste. Alors après on a... Peut-être trouvera-t-on un début de réponse dans un article publié en avril 2007 dans la célèbre revue Nature, co-signé par plusieurs grands noms de la recherche en cancérologie, dont Martine Picard, qui est spécialiste du cancer à l'Université libre de Bruxelles. Cette chercheuse pointe une évolution inquiétante de la recherche clinique en cancérologie. En préalable, elle rappelle, je cite, que les essais cliniques sont essentiels et se font grâce à la participation de nombreux malades chez lesquels on teste de nouveaux médicaments, d'abord à un stade avancé de la maladie, puis, le cas échéant, à des stades plus précoces. Ce sont des essais cliniques à grande échelle qui concernent des milliers de patients. Fin de citation. Donc elle dit tout de même que oui, il y en a qui sont vraiment malades, et on a besoin d'avoir, en tout cas, des cobayes, des expérimentateurs, pour développer les soins à venir. Mais elle continue. Elle explique, cette chercheuse, je la cite à nouveau, « Depuis la mise en œuvre d'une récente directive européenne, le paysage de la recherche clinique est totalement différent. Cette directive fait que tous les essais cliniques coûtent désormais 3 fois plus cher qu'auparavant. Ces prix atteignent de tels niveaux qu'il est devenu impossible que ces études puissent être menées par des institutions académiques ou des structures publiques. Seules les industries pharmaceutiques concernées peuvent assurer de tels financements. Il y a peu encore, c'était le monde académique qui définissait les règles du jeu. Ce n'est plus le cas. L'industrie possède de l'argent et veut des résultats solides et rapides. Elle souhaite donc naturellement prendre le contrôle des études cliniques et posséder les bases de données et les résultats précis de ces études. Il y a là tous les éléments constitutifs de conflits d'intérêts. Ces conflits n'épargnent pas les médecins qui ont besoin de publications pour avancer dans leur carrière. » Fin de citation. Je me permets de faire un petit point Godwin. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les premiers radicalisés qui ont suivi les SA et compagnie, ce sont les médecins. À plus de la moitié, c'était les médecins engagés. Parce qu'ils avaient justement une possibilité de réaliser pour certains leur carrière. Imaginez pour un chercheur qui se retrouvait limité par des lois et qui n'avait pas forcément de gens sous la main pour expérimenter ses recherches. Et on lui dit, t'inquiète, on va te débloquer tout le matériel humain dont tu auras besoin. Oui, dès le lendemain, il a déjà signé. Il a ratifié le document comme quoi il est engagé. Eh bien, là c'est la même chose. On avait dans le livre de Eustan Mullins, l'AMA, Association Médicale of America, il me semble un truc comme ça, j'ai plus le nom en tête, mais qui avait évincé finalement plein de médecins qui préexistaient pour y mettre un... Voyez-vous, comme nous en France, comment ça s'appelle ? J'ai pas forcément toutes les connaissances non plus, hein. C'est des bribes des fois d'infos qui me reviennent. Mais en France, on a c'est pas un conseil d'État, c'est un conseil de l'ordre des médecins, il me semble. Et qui peuvent en mettre certains à pied, voire carrément les interdire, les licencier, les... Mince. C'est un nom spécifique, c'est pas grave. Les interdire d'exercer, quoi. Il est radis, voilà. Ils ont ce pouvoir-là. Bon, on a 1h03. Je pensais en fait le faire en une fois, pour être honnête. Là, la nuit commence à tomber. Moi, je veux aussi aller après manger. Il faut que je vois si j'ai un peu de temps à consacrer à ce week-end ou je reporte à la semaine prochaine à Veritas pour parler de Belgique aussi. Et donc là, on était 20-21. Ok, donc après, on arrive au deuxième chapitre. Et bien, écoutez, on fera le plus gros la prochaine fois. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. On en a fait un petit là, c'est bien. Merci. La vérité est notre avenir. Notre chrétienté pose des bons fondements. D'ailleurs, on les voit, hein, les monseigneurs et bien d'autres se poser intelligemment sur la question de la bioéthique, le respect du vivant, comment on définit l'être humain, et bien d'autres choses encore. Tout ça, finalement, pour laisser les valeurs ancrées dans la morale. Distinction du bien et du mal. Ça, c'est fait par la grande civilisation chrétienne, et en même temps, on est attaqué par notre même partie du monde, l'Occident, et de très riches industriels, ancrés dans un capitalisme qui veulent absolument nous rendre en produits objets.
Merci pour votre écoute, la vérité est notre avenir. N'hésitez pas à vous faire le relais de tous ces contenus et je vous dis certainement à la semaine prochaine.